Les négociateurs chinois et américains, on parle encore de la guerre commerciale évidemment, qui se retrouvent ce jeudi à Washington pour le 13e round de négociations depuis le déclenchement de cette guerre commerciale par Donald Trump il y a 18 mois. Des pourparlers qui vont durer quasiment, je crois, 2 jours. Si d'aventure, on le rappelle, ces négociations n'avancent pas, il y a à partir du 15 octobre une nouvelle salve de surenchères tarifaires sur la moitié des importations chinoises aux États-Unis qui passeront de 25 à 30%, donc entrée possible en vigueur. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. On va venir à notre sujet qui est de se dire finalement qu'il y a peut-être des gens qui profitent des pays, qui profitent de cette guerre commerciale. Mais un mot quand même, parce que là on voyait encore une fois le président chinois avec Trump. La Chine a mis du temps pour reconnaître, finalement être affectée par la guerre commerciale. On se souvient au tout début c'était même pas mal, la guerre commerciale n'a pas d'effet sur nous, uniquement sur les boîtes américaines. Et puis on voit bien que le ton a changé en quelques mois. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? C'est le discours, c'est personne ne sortira gagnant d'une guerre commerciale. On voit bien le il y a un jeu de poker, hein, donc dans cette stratégie. Les deux pays ont intérêt à dire qu'ils ne sont pas affectés, voire même qu'ils sortent gagnants de ce jeu-là. Sauf qu'il y a une réalité économique. Qui souffre le plus entre les deux? Alors, il n'y a pas d'évaluation suffisamment précise aujourd'hui pour savoir exactement qui souffre le plus. Ce qu'on sait, c'est qu'en Chine, le secteur manufacturier a connu quand même 3 mois consécutifs de croissance négative. Ce qui est quand même, en Chine. En Chine. Et 2 mois aux États-Unis. Et 2 mois aux États-Unis. Donc on voit que c'est pas. Match nul, balle au centre. Voilà, match nul, balle au centre. On voit que dans la répartition des forces, il y a un peu des enjeux différents parce qu'effectivement, les Chinois exportent, je crois que c'est de l'ordre de 500 milliards de dollars de Chine vers les États-Unis. Les États-Unis, c'est que 100 milliards. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un différentiel assez important dans ce jeu-là. Mais sauf que la Chine détient des bons du Trésor américain. Elle peut aussi jouer là-dessus. Il y a eu la dépréciation du yuan aussi qui est assez significative. Et du côté américain, ce qui est dit, c'est que ça coûterait de l'ordre de 1 point de PIB. Il y a notamment la Réserve fédérale a commencé à sortir là-dessus, parle d'un impact d'1 point de PIB à l'économie américaine. Il y a des entreprises, il y a 600 entreprises américaines qui ont dit, dans ces conditions-là, elles risquent de détruire 2 millions d'emplois. Donc voilà, les conséquences sont fortes, mais des deux côtés. Et là, on va en parler, c'est qu'on voit bien que justement, d'autres pays en profitent parce que la production continue à se réaliser et pas forcément au même endroit. Et pardon, c'est vrai, c'est en lisant le Figaro que j'ai trouvé cet article qui parle de ça. Et c'est hyper intéressant parce qu'il y a des pays qui profitent encore une fois de cette guerre commerciale. Pourquoi? Parce que ce conflit, en fait, cette surenchère tarifaire entraîne, on va dire, des transferts de production, des modifications en fait dans ce qu'on appelle les chaînes d'approvisionnement de la part des multinationales qui disent, bah, tiens, pour pas être frappé à chaque fois à l'entrée et à la sortie parce qu'on sait que toutes les chaînes de valeur et les chaînes de production sont éclatées, et ben on sort de Chine et on va par exemple au Vietnam ou ailleurs. Ça veut dire qu'en fait, elles font le pari ou elles ont peur que cette guerre commerciale dure si elles se disent on va transférer, on va délocaliser de la production de la Chine vers d'autres pays. Bah, d'abord, oui, il y a certainement ce pari-là. On voit que finalement, les entreprises s'adaptent assez vite à cette réalité économique, alors qui s'intensifie. Et puis après, se pose la question de Donald Trump et de sa réélection ou pas aussi, bien sûr. Mais on voit que des pays, typiquement, qui sont bien placés dans ces chaînes d'approvisionnement, profitent de cette guerre commerciale, parce qu'on voit, on a une réallocation en fait, des investissements et donc des entreprises. Mais pourquoi est-ce qu'elles font ça? C'est uniquement là pour éviter de se prendre et se taper des droits de douane. Et bien sûr. C'est-à-dire que quand vous avez des droits de douane à 25 ou 30, bien sûr, c'est des stratégies de contournement, sachant que vous pouvez produire à peu près dans la chaîne d'approvisionnement, à peu près la même chose, mais dans un endroit différent. Alors, si on doit évoquer des pays, c'est vrai que par exemple… Alors le Vietnam le Vietnam est le grand gagnant en fait de cette guerre commerciale. Il y a des économistes qui ont dit que c'était même un gain de 8 points de PIB pour le Vietnam, ce qui est quand même colossal. On voit que ces excédents commerciaux vis-à-vis des États-Unis ont augmenté de l'ordre de 10 milliards de dollars, ce qui est beaucoup pour un pays comme le Vietnam. Enfin, en même temps, pardon, je vous coupe, mais si on a transféré le déficit commercial bilatéral États-Unis-Chine entre États-Unis Vietnam, on a dit, pour Trump, il a ça ne change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose. Alors, ce n'est pas aussi immédiat. Les choses ne sont pas immédiates. Alors, si on parle d'ailleurs des États-Unis, il faut savoir que le déficit commercial qui a été publié par les États-Unis est le plus mauvais depuis plus d'une décennie. Je crois que sur les seuls marchés, seulement sur les biens, pas biens et services, parce qu'il y a quand même un excédent sur les services, on est à 900 milliards de déficit du côté américain. Preuve que ça ne marche pas, sa guerre commerciale. Voilà. En tout Donc cas, déjà, ça n'a pas les effets preuves, escomptés, vu que ça ne réduit pas. Et il a même augmenté de l'ordre sur les biens de quasiment 100 milliards en un an. On l'explique comment? D'abord parce que vous renchérissez le prix des importations aussi. Et parce que les Chinois achètent moins. Et puis voilà, effectivement, vous avez aussi moins d'achats, vous avez des problématiques du côté des exports, mais on il y a paye plus d'importations. Cher ces importations, on exporte moins vers le petit concurrent.
Bien sûr, et du coup, à la fin, le coût pour le consommateur, il y a une étude qui montre que c'est de l'ordre de 1 000 $, hein, de JP Morgan. Voilà. Donc, ce qu'on dit sur le Vietnam, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, cette réallocation, il faut savoir que le Vietnam est un pays frontalier de la Chine, qui a une main-d'œuvre qui est de très bon marché, et donc il y a les grands gagnants, et notamment sur le textile, sur la téléphonie. On voit qu'il y a des gains importants pour ce pays. Mais ça ne reste pas à la marge. On n'est pas en train de parler d'un truc qui a une réalité, mais qui est quand même, voilà. Et où vraiment il y a une accélération des délocalisations entre la Chine et le Vietnam. Si, il y a une accélération qui est quand même très nette. On voit que quand même il y a des effets sur les balances commerciales qui sont importants. On le voit aussi du côté mexicain. On voit que le Mexique… Deuxième grand gagnant, le Mexique. Deuxième grand gagnant. Alors, soit pays frontalier avec la Chine, soit frontalier avec les États-Unis. Intéressant. Voilà, c'est quand même assez intéressant de voir que justement, vous pouvez transférer assez vite un certain nombre de sites de production. On voit que sur le Mexique, d'abord, il bénéficie d'un accord commercial avec les États-Unis. C'est sur les questions notamment, on voit que les investissements qui sont allés s'orienter vers le Mexique ont augmenté, je crois, de 18 milliards sur le premier semestre, qui est quand même extrêmement conséquent. Et pareil, l'excédent commercial du Mexique vis-à-vis des États-Unis a augmenté, et notamment sur les pièces automobiles, sur le textile, sur un certain nombre de biens de consommation durables. Donc on voit que le Mexique profite aussi de cette guerre commerciale, de par sa situation géographique, du fait qu'il y a une main-d'œuvre qui est relativement qualifiée, d'une infrastructure qui fonctionne plutôt pas trop mal. Donc on voit qu'il y a cette réallocation aujourd'hui du capital qui s'opère. Ouais, et pour Trump, là encore, c'est l'effet secondaire sur le Mexique, lui qui a passé son temps d'annoncer les déficits commerciaux US-Mexique, pour le coup, là, ça ne marche pas. Ouais. Ça ne marche pas, au contraire, il s'est même accru. Donc, Mais que des boîtes quittent la Chine pour aller au Vietnam, je comprends, qu'elles quittent la Chine pour aller au Mexique. Vous me direz, le gain, c'est aussi toute la logistique et c'est toute la chaîne d'approvisionnement. C'est toute la chaîne d'approvisionnement. Que vous pouvez avoir, c'est effectivement toute la logistique que vous avez dessous. On le voit aussi, par exemple, avec le Brésil. Le Brésil, c'est beaucoup plus sur l'agriculture, sur le soja et le coton. Il faut savoir que le premier pays exportateur vers la Chine de soja, c'était les États-Unis. Il faut savoir que la Chine, c'est 60% des importations mondiales de soja. Waouh. Et du coup, effectivement, avec cette guerre commerciale… Ils ont pénalisé les farmers américains. Forcément. Et donc, qui peut approvisionner avec ces quantités qui sont colossales? Brésil. Et le Brésil se trouve extrêmement… Je crois que les exportations de soja brésilien vers la Chine ont augmenté de 80% en un an. Donc, c'est colossal. Donc, ce qui contraint Trump d'ailleurs à faire des chèques aux farmers américains, aux agriculteurs américains, pour compenser, les baisses exportations de soja. Bien sûr. Donc, on voit cette réallocation qui s'opère, qui ne fait pas que des perdants, et même certains s'en sortent extrêmement bien, de par leur positionnement en termes de coût du travail, ou voire un positionnement géographique, ou le fait qu'ils sont dans des accords commerciaux. Il y a même quelque chose d'assez intéressant sur le Vietnam, c'est ce qu'ils appellent le transbordage. C'est-à-dire qu'en fait, des productions continuent à se faire en Chine, mais transitent par le Vietnam. Et donc, transfert en Chine. Transfert de Chine, la production, mais passe par le Vietnam, donc est reconnu comme une exportation venant du Vietnam vers les États-Unis, et donc pas la même application de droit de douane. Donc, c'est pareil, on rajoute un point dans la chaîne de valeur. On se dit quand même que même si certains pays tirent leur épingle du jeu, on l'a dit, Vietnam, Mexique et Brésil, pour les matières premières agricoles, globalement, à l'échelle de la planète, c'est quand même le jeu est perdant. Enfin, c'est une stratégie qui est perdant-perdant. Même si certains pays, pour le coup, peuvent gagner. Oui. Non, c'est un jeu à somme négative. Enfin, en tout cas, cette guerre commerciale telle qu'elle est pratiquée, on voit bien que d'ailleurs le FMI a alerté dans sa dernière prévision, l'OCDE. Donc on voit que globalement, l'économie mondiale, le ralentissement mondial, et même on peut parler quasiment de récession industrielle aujourd'hui, et on le voit dans beaucoup de pays avec des difficultés très fortes, est en partie lié à ces tensions commerciales, mais aussi l'incertitude que ça crée. Et de savoir jusqu'où ira cette escalade. Et on le voit que faire de la réallocation, c'est quand même quelque chose qui n'est pas évident, c'est-à-dire faire une unité de production pour en rouvrir une autre. Et donc vous ne pouvez pas le faire comme ça de façon permanente. Donc c'est vrai que ça génère aussi des conséquences qui sont durables et pas qui sont uniquement conjoncturelles. Voilà, on voulait vous parler donc de ces pays pour lesquels la guerre commerciale est tout bénef. 3 pays, mais il y en a sûrement d'autres aussi. L'Union européenne aussi fait partie apparemment, selon une étude. Ah bon? Selon une étude, européenne étant donné son positionnement, là, les exportations européennes vis-à-vis des États-Unis ont fortement augmenté sur un certain nombre de biens industriels. Effectivement, elle gagnerait des parts de marché sur la Chine et sur les États-Unis. C'est une étude qui montre qu'il y a un gain à peu près à attendre en fin de substitution de production de l'ordre de 70 milliards de dollars, qui fait partie aussi des pays qui pourraient être gagnants si jamais
bien sûr, ça dépend aussi de ce qui va se passer dans les relations commerciales entre les États-Unis, la Chine. Mais voilà. si, on attend Trump en novembre. Les États-Unis, la Chine et l'Union européenne. Ouais, on attend ce qui va se passer en bien novembre sûr, avec aussi. l'affaire Airbus. Exactement. Et puis du coup, avec les choses sont en train les voitures européennes allemandes qui sont dans le collimateur, on sait, du président américain, qui va se prononcer avant, je crois, de mémoire mi-novembre. Merci pour ces explications signées donc de notre ami Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci. Merci, David.